Quand j'avais 19 ans, ma sœur m'a dit que j'étais la honte de la famille. Elle l'a dit doucement, mais l'impact a été celui d'une lame. Une semaine plus tard, mon père a changé les serrures. Ma mère a laissé un sac de mes vêtements sur le porche. Pas d'adieu, pas d'explication, juste le silence. Il disait que j'étais imprudente, émotive, inapte. Mais la vérité est que je ne pouvais pas rester silencieuse sur ce qu'ils avaient fait. Pendant 15 ans, j'ai disparu. J'ai changé de nom, j'ai coupé mes cheveux, j'ai effacé la moindre trace de qui j'étais. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que je savais qu'ils ne me laisseraient jamais réussir s'ils savaient que je le faisais. Puis, un après-midi, je suis entrée dans une salle d'audience où ma sœur était jugée. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. La juge s'est interrompue, a plissé les yeux vers le fond de la salle et a demandé « Attendez, est-ce Camille Reyes, la gouverneure ?» Toutes les têtes se sont tournées. Ma sœur est restée bouche bée, et dans cet instant suspendu, toutes les années que j'avais passées enterrées sous leur silence ont éclaté pour devenir autre chose. Ils disaient autrefois que j'étais un échec. Mais maintenant, la seule chose plus forte que leur silence était le son du monde qui me voyait enfin. Je m'apprête à partager quelque chose qui me tient à cœur. Mais avant cela, pouvez-vous me dire bonjour dans les commentaires ou me dire d'où vous venez? J'adore savoir jusqu'où mon histoire voyage. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seule dans tout cela. Et si ma voix résonne en vous, même un peu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain chapitre. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. L'air à San Antonio était lourd de chaleur, et à l'intérieur de la maison des Reyes, il était lourd d'attente. La famille s'était réunie autour de la table à manger, le bois poli reflétant la lueur douce du lustre au-dessus. C'était un dîner du dimanche, une tradition que Manuel Reyes maintenait avec une précision militaire. En bout de table siégeait Manuel lui-même, chef de police à la retraite, patriarche et commandant de tout ce qui est honorable. Il a levé son verre à Isabella, sa première-née, alors que son image défilait sur l'écran de télévision muet derrière eux. « C'est ma fille », a-t-il dit avec fierté. Procureur de district pour le comté de Bexar et maintenant sur CNN, une vraie Reyes. Camille était assise à l'autre extrémité, la fourchette suspendue au-dessus de son assiette, les yeux baissés. Personne ne regardait vers elle. Personne n'a demandé comment s'était passée sa remise de diplôme. Elle avait traversé l'estrade la semaine dernière avec un diplôme en sciences humaines. Pas en droit, pas en médecine. Elle ne leur avait même pas communiqué la date. Elle savait qu'ils ne viendraient peut-être pas. Elle avait toujours été l'étrange. Des carnets de croquis au lieu de bloc-notes juridiques. Rilke et Simone Weil dans son sac à dos. Elle lisait de la philosophie dans les parcs peints à l'aube et restait assise tranquillement pendant les repas de famille, comme l'écho lointain de quelqu'un qui comptait autrefois. Camille avait 23 ans, brillante d'une manière qu'il ne comprenait pas et n'essayait jamais de comprendre. Puis vint la tempête. Cela a commencé par une notification sur son téléphone, un SMS d'un ami, puis un autre, puis un message vocal qu'elle ne voulait même pas entendre. Au moment où elle a ouvert son ordinateur portable, c'était partout. Une vidéo privée d'elle prise pendant les vacances de printemps était désormais publique. Son visage, son corps, sa voix, le tout volé, téléchargé et partagé. Son ex-petit ami, amer et vengeur après qu'elle l'ait rompu, était derrière tout cela. Elle ne savait pas qu'il avait encore la vidéo. Camille n'a même pas eu le temps de pleurer avant que son monde ne s'effondre. Isabella l'a trouvé en premier. Camille ne l'a appris que plus tard. Elle l'avait envoyé directement à Manuel avec un seul mot. « Tu dois agir avant que cela n'empire. » Non pas pour protéger Camille, mais pour le nom de famille. Le dîner de ce soir-là n'a jamais eu lieu. Manuel a fait irruption dans la chambre de Camille, la fureur émanant de lui comme de la fumée. « Tu penses que nous t'avons élevé pour ça? Pour que le monde te voie comme une... » Il n'a pas fini. Il n'en avait pas besoin. « Je ne l'ai pas publié, » a étouffé Camille. « C'est moi qui ai été violée dans mon intimité. »« Tu as violé le nom des Reyes »
a-t-il répliqué en jetant son diplôme universitaire sur le lit comme une facture qu'il refusait de payer. Tu veux vivre comme un déchet? Alors fais-le sans mon nom, sans mon toit et sans mon argent. Sa mère, Teresa, se tenait sur le pas de la porte, son rosaire enroulé étroitement autour de ses doigts. Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas croisé le regard de Camille. Camille s'est tournée vers Isabella, espérant peut-être quelque chose, n'importe quoi. Mais sa sœur est restée immobile, les mains jointes, le regard froid. Pas même un sillement. Camille a fait ses valises en silence, quelques vêtements, ses carnets de croquis, ses journaux, le sac à dos rouge qu'elle portait depuis sa première année. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, découpant la pièce en ombre. Lorsqu'elle est entrée dans le salon, Manuel l'attendait. Il a posé sa carte bancaire sur la table. N'appelle pas, n'écris pas. Sa mère a jeté un coup d'œil derrière le rideau alors que Camille sortait dans le crépuscule étouffant. Elle n'a pas fait de signe, n'a pas parlé, elle a juste regardé. La première semaine, Camille a dormi dans la voiture de son amie. Puis la gentillesse de son amie s'est épuisée. Au 7e jour, elle était dans un bus Greyhound en direction du nord. Denver, peut-être, ou un endroit plus calme, un endroit où personne ne se soucierait de qui elle était autrefois. La deuxième nuit de ce voyage, sous un viaduc juste à la sortie de Santa Fe, Camille a fait quelque chose de petit et de définitif. Elle a sorti un vieux carnet relié en cuir, celui qui contenait les anniversaires de famille, les recettes de cuisine, les mots que sa mère glissait autrefois dans sa boîte à lunch. Elle a déchiré chaque page lentement et les a donnés à une petite flamme, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. La nuit était calme, les flammes douces et affamées. Camille a fixé la lueur, puis s'est tournée vers le rétroviseur du bus, qui tournait au ralenti derrière elle. Elle a vu son reflet, fatigué, trahi, brûlant, et elle a chuchoté. « Je n'ai plus rien à perdre. Alors, je vais commencer avec ce qu'il reste de moi. » Denver était gris cet hiver-là, et le froid avait une façon de s'insinuer à travers les vêtements, la peau et le peu d'espoir qu'il restait à Camille. Elle vivait dans un appartement partagé, un de ces bâtiments délabrés avec une peinture écaillée, des éviers tachés de rouille et des murs fins qui renvoyaient chaque son dans vos os. Le loyer était bon marché, le chauffage peu fiable. Sa chambre était à peine assez large pour un matelas, une table pliante et un miroir fissuré, mais c'était la sienne. Camille travaillait constamment. Le matin, elle servait des pancakes dans un café près de l'avenue Colfax, mémorisant des commandes et des noms qu'elle oublierait à l'instant même où elle finirait son service. L'après-midi, elle nettoyait une clinique médicale locale, frottant des sols encore collants de toux enfantines et d'espoir vieillissant. Ses soirées se passaient courbées sur un clavier d'occasion, saisissant des données pour une entreprise de logistique qui ne connaissait pas son nom de famille. La nuit, quand le bruit s'apaisait et que le silence pressait contre ses côtes, elle écrivait. Pas des mots entiers, juste des fragments dans un code qu'elle avait inventé enfant, un journal que seule elle pouvait comprendre. C'était sa façon de saigner sans laisser de taches. Chaque page qu'elle remplissait était un murmure qu'elle n'était pas assez courageuse pour prononcer à voix haute. Elle peignait, aussi. Pas souvent. La peinture coûtait cher. Mais une nuit, après un service particulièrement brutal, elle a utilisé une vieille brosse à dents trempée dans de l'acrylique bon marché pour créer une œuvre qui ressemblait à un corps s'effondrant dans sa propre ombre. Elle l'a accrochée dans le coin le plus éloigné de la pièce, derrière le rideau. Personne ne l'a jamais interrogée à ce sujet. C'était mieux ainsi. Puis vinrent les ciseaux. Un matin, sans prévenir, elle a coupé ses cheveux dans le miroir de la salle de bain, les mèches tombant dans le lavabo comme des pétales morts. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une dépression. C'était une décision. Une mue. Elle a enregistré un nouveau nom au bureau de l'emploi local. Cam R. Juste assez pour se cacher à la vue de tous. Juste assez pour devenir quelqu'un de nouveau. Une nuit à la clinique, pendant une garde de nuit, Camille a entendu des cris en espagnol. Elle est sortie dans le couloir et a vu une femme, petite et terrifiée,
tenant un enfant alors qu'un officier en uniforme planait au-dessus d'elle avec une pile de papier. Signez ici, a aboyé l'officier. C'est déjà traité. Signez, c'est tout. La femme ne comprenait pas. Ou peut-être qu'elle comprenait, mais la panique la paralysait. Camille est intervenue, le cœur battant. Elle ne signera pas ça, a-t-elle dit d'une voix ferme. Qui diable êtes-vous? Elle ne signera pas, a répété Camille. Elle a saisi le formulaire. Votre logiciel n'est pas à jour. Ces papiers ne sont pas valides. C'était un mensonge, mais ça a fonctionné. L'officier a hésité, a grommelé, puis est parti. La femme a pleuré doucement dans le manteau de sa fille. Plus tard cette semaine-là, Camille a été convoquée dans un petit bureau où elle s'attendait à être licenciée. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée assise en face d'un homme nommé Rafael Delgado, directeur de Proctolibé, une organisation à but non lucratif aidant les immigrants sans papier. Vous savez, la plupart des gens ne font pas ce que vous avez fait, a-t-il dit. Je sais, a répondu Camille. La plupart des gens ont encore quelque chose à perdre. Il a souri. Venez travailler pour nous, pas comme femme de ménage. Camille a recommencé au bas de l'échelle. Elle apportait le café, traduisait des documents, faisait les courses. Mais elle observait, elle apprenait. Elle a commencé à rédiger des propositions, puis des plans de sensibilisation communautaire. Finalement, elle a coordonné des subventions et équilibré des budgets. Elle a suivi des cours de politique en ligne le soir, étudié le droit de l'immigration le week-end, assisté à des réunions du conseil municipal, juste pour comprendre le langage du pouvoir. Elle n'a plus jamais utilisé le mot « maison », pas à voix haute. Mais un jour, après avoir obtenu un logement d'urgence pour une famille de 4 personnes ayant fui la violence des cartels, un jeune stagiaire lui a demandé « Pourquoi faites-vous cela ?» Camille a marqué une pause. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. « Je n'ai pas de famille vers qui retourner », a-t-elle dit. « Alors je construis un endroit où je pourrais avoir ma place. » Et d'une certaine manière, dans les espaces entre faire le bien et rester invisible, Camille a commencé à se rappeler comment respirer à nouveau. 3 ans après la nuit où Camille a arraché un ordre d'expulsion des mains d'une mère effrayée, elle se tenait dans une salle boisée de l'hôtel de ville, parlant d'une voix si calme qu'elle résonnait comme le tonnerre. Elle était devenue une présence familière dans le monde de la défense des immigrants à Denver. Tranchante, implacable, d'une intégrité absolue. Sa réputation n'était pas bruyante, mais elle était solide. Les gens l'écoutaient quand elle parlait, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. Désormais, elle n'était plus seulement la fille qui nettoyait autrefois les sols des salles d'examen. Camille avait gagné sa place au conseil consultatif local sur la politique d'immigration. Ce n'était pas prestigieux. Il n'y avait pas de cortège officiel, mais c'était un pouvoir réel. Le genre qui façonne la législation avant que quiconque ne réalise que c'est une loi. La réunion ce jour-là était tendue. Un conseiller conservateur prônait une coopération accrue avec la police de l'immigration dans les refuges de Denver. Camille, assise au bout de la table, a attendu qu'il finisse. Puis, elle s'est penchée en avant, la voix stable. Si la loi refuse de grandir avec la justice, a-t-elle dit, alors la justice cesse d'être légale et commence à n'être qu'un simple ornement. Le silence s'est installé dans la pièce. Quelques personnes ont applaudi. Le conseiller n'a pas répondu. Après coup, un journaliste du Rocky Mountain Chronicle l'a approché dans le couloir. « Nous aimerions faire un portrait sur vous, » a-t-il dit. « Leader local, défenseur des immigrants, le visage du changement, ce genre de choses. » Camille a scié. Quelque chose s'est noué dans son estomac. « Seulement si vous n'utilisez pas mon nom complet, » a-t-elle précisé. Il a eu l'air perplexe, mais a accepté. « Et vous pouvez m'appeler C. Reyes. » Il a marqué une pause, puis a acquiescé. « D'accord. Pourquoi ce secret ?» Camille a souri poliment, mais pas ses yeux. « J'ai déjà été vue de la mauvaise façon. » Ce soir-là, de retour dans son petit studio, qui n'était plus l'endroit délabré de ses débuts mais restait modeste, elle a allumé une bougie. Elle faisait cela chaque soir, toujours devant la même photographie.
C'était un vieux portrait de famille, sauf qu'elle avait gratté son propre visage avec une pièce de monnaie. Ce qui restait était un flou spectral là où se trouvait son sourire. Elle a murmuré les mêmes mots qu'elle prononçait chaque soir avant de souffler la flamme. Sois reconnu pour ce que tu fais, pas pour ce qu'ils t'ont appelé. Certaines nuits, elle se demandait si sa mère gardait encore des photos d'elle, ou si son père avait dit à quelqu'un qu'elle était en vie. Elle ne les cherchait pas sur Google, ne vérifiait pas leurs réseaux sociaux. La distance était intentionnelle et nécessaire. La guérison n'était pas toujours un mouvement vers l'avant. Parfois, c'était construire des murs assez hauts pour pouvoir s'épanouir à l'intérieur. Une de ses collègues de Proctolibé, une femme nommée Marianne, lui a demandé un jour « Tu penses parfois à laisser les gens savoir qui tu es vraiment ?» Camille a haussé les épaules. « Ils savent qui je suis. Je veux dire, ton passé. » Camille a secoué la tête doucement. « Je ne me cache pas. Je ne suis juste pas prête à être vue par des gens qui regardaient à travers moi sans me voir. » La vérité était qu'elle craignait plus que d'être trouvée. Elle craignait d'être reconnue et mal interprétée, de devenir l'histoire au lieu de la voix. Mais le progrès a une façon de traquer les gens qui essaient de bouger en silence. Quelques semaines plus tard, Camille se tenait derrière un modeste podium lors d'un événement dans un parc public. La foule n'était pas immense, peut-être 70 personnes, mais elles écoutaient. Lorsqu'elle a annoncé son intention de se présenter à la Chambre des représentants de l'État du Colorado en tant que candidate indépendante, sa voix n'a pas tremblé. « Je ne suis pas ici pour représenter un parti », a-t-elle déclaré. « Je suis ici pour représenter les gens qui ne sont jamais invités à la table, mais qui la portent sur leur dos chaque jour. » Elle n'a pas évoqué son enfance. Elle ne leur a pas dit qu'elle dormait autrefois dans sa voiture. Elle n'a pas montré de photos de famille sur papier glacé. Son matériel de campagne était sobre, axé sur les politiques, et ne présentait aucune photo portrait souriante, juste un slogan « Laissons le travail parler en premier ». Et avec cela, Camille est entrée dans un autre type de combat. Pas seulement pour les autres, mais pour elle-même, pour le droit de se reconstruire sans demander de permission, sans s'excuser et sans être vue à moins qu'elle ne le veuille. Tout a commencé par un titre que Camille ne s'attendait pas à voir. Procureur de district sous enquête pour falsification de preuves. Le nom en dessous n'était que trop familier. Isabella Reyes. Camille n'avait pas prononcé ce nom à voix haute depuis des années. Mais il était là, imprimé en gras. Inévitable. L'affaire a éclaté pendant un week-end. Un lanceur d'alerte accusait Isabella d'avoir manipulé des preuves dans un procès en immigration impliquant une mère hondurienne menacée d'expulsion. Les militants parlaient de trahison de la justice, tandis que les alliés d'Isabella dénonçaient une chasse aux sorcières. Les enjeux étaient élevés: radiation, inculpation criminelle et possible peine de prison. Pour Camille, c'était comme entendre une explosion lointaine, assez forte pour la ressentir dans sa poitrine, mais trop loin pour y faire quoi que ce soit. Son équipe de presse a réagi rapidement. « Nous vous recommandons de rester neutre », a dit un conseiller. « Vous êtes la gouverneure en poste. Cela pourrait devenir délicat. » Un autre a ajouté « Ce n'est pas votre combat. Laissez les choses suivre leur cours. » Mais Camille ne le voyait pas ainsi, non pas parce qu'elle voulait défendre Isabella, loin de là, mais parce qu'il y avait trop de fantômes dans cette salle d'audience. Et l'un d'eux portait son nom. Elle a réservé un vol pour San Antonio sans annonce de presse, sans escorte de sécurité. Elle n'a prévenu personne. Lorsqu'elle est arrivée au tribunal, elle portait un pantalon noir, un manteau discret et des lunettes de soleil. Elle est entrée par une porte latérale et a pris place au dernier rang, là où résident les ombres. La salle d'audience était froide, presque clinique. Des avocats mélangèrent des papiers. Des journalistes murmuraient dans de minuscules micros. Isabella était assise à l'avant, impeccable comme toujours, le dos droit, les lèvres pressées en cette ligne familière que Camille ne connaissait que trop bien. Elle semblait intouchable, mais il y avait une tension dans ses mains. Puis, la juge Audrey Jamison est entrée. Camille se souvenait d'elle. Audrey avait pris la parole lors d'une conférence nationale des gouverneurs 2 ans auparavant. Elle a pris place, balayant la salle du regard. Ses yeux se sont posés sur Camille. Une pause,
Un moment de stupéfaction, puis « Attendez, est-ce Camille Reyes, la gouverneure ?» Silence. Toutes les têtes se sont tournées. Les journalistes à l'avant ont eu un souffle coupé. Les caméras ont pivoté. Isabella a sursauté, ses yeux verrouillés sur Camille. Des yeux qui autrefois roulaient de dédain, maintenant écarquillés d'incrédulité. Teresa Reyes, assise à côté de sa fille, est devenue blanche comme un linge. Manuel Reyes s'est penché en avant, plissant les yeux. Camille n'a pas bronché. Elle n'a pas fait de signe, elle est juste restée assise, droite, comme si sa seule présence dans cette pièce était une déclaration suffisante. Ce qui était le cas. La juge s'est raclé la gorge, a repris contenance, et les débats ont repris. Mais l'air ne s'est jamais vraiment calmé. Toutes les quelques minutes, quelqu'un jetait un coup d'œil en arrière. Les photographes cliquaient sans vergogne. Camille les ignorait. Elle était venue pour être témoin, pas pour intervenir, ni pour offrir du réconfort, ni même pour parler. Elle est restée jusqu'à l'ajournement, puis s'est levée et est sortie par la porte latérale. Personne ne l'a rappelée. Personne ne l'a suivie. À son retour à l'hôtel, son téléphone vibrait déjà d'appels manqués. Son visage était aux informations. Son nom était en tendance. Mais cette fois, ce n'était pas le scandale ou la honte qu'il y avait à mener. C'était sa présence. Elle s'est assise près de la fenêtre ce soir-là. Son reflet dans la vitre ne ressemblait plus à une ombre, mais à quelque chose de plus lourd, de plus concret. Camille Reyes était revenue, non pas comme une fille ou une sœur, mais comme un règlement de compte. Il n'a pas fallu 24 heures pour que le nom de Camille domine l'actualité. Son retour dans la salle d'audience avait forcé un coffre-fort auquel personne n'avait touché depuis plus d'une décennie. Chaque média avait sa version. Le passé secret de la gouverneure du Colorado, la sœur étrange de la procureure inculpée, du scandale au Sénat, la rédemption de Camille Reyes. Et puis la véritable tempête a frappé. Quelqu'un a déterré la séquence, la vieille vidéo granuleuse. Celle qu'elle pensait avoir disparu dans les oubliettes d'Internet est réapparue. Camille a 23 ans. Un garçon avec un téléphone et trop d'ego. Les titres sont devenus plus acerbes. Un talk-show a même interviewé son ex-petite amie qui a souri bêtement en disant « Nous étions jeunes. Je ne pensais pas que ça irait si loin. » Camille a regardé le segment seule dans son bureau, le visage impassible. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas appelé à la gestion de crise. Elle a laissé passer. Parce qu'elle en avait fini de fuir. Son équipe s'agitait. Devrions-nous publier un communiqué? Nous pouvons menacer de poursuites judiciaires. Camille a refusé tout cela. Elle a simplement chuchoté. Laissez-les regarder. J'ai déjà survécu au fait d'être vue auparavant. Puis Manuel Reyes a appelé. Sa voix portait toujours le poids du commandement. Tu utilises notre nom pour ton propre profit? A-t-il dit froidement, traînant notre héritage dans la boue pour attirer l'attention. Camille s'est appuyée contre son fauteuil. J'ai porté ce nom plus longtemps que tu ne m'as porté, a-t-elle dit calmement. Je n'ai pas demandé à être une Reyes. Je le suis restée pour me rappeler qui ne pas devenir. Elle a raccroché. Ce soir-là, Teresa Reyes a été transportée d'urgence à l'hôpital. Camille l'a appris par un appel discret d'un cousin. Contre tout instinct, elle a pris un vol de nuit. Elle est entrée dans la chambre d'hôpital sans s'annoncer. Sa mère semblait si petite. Leurs yeux se sont rencontrés. « Camille » a chuchoté Teresa. Sa voix était fragile. « Ah, si ce qu'ils disent est vrai » a dit Teresa lentement. « Alors, j'ai passé des années sans te voir. » Des larmes ont coulé dans les yeux de la vieille femme, mais Camille n'a pas pleuré. Elle s'est assise à côté d'elle, a pris la main de sa mère doucement et l'a tenue en silence. Elle n'a pas dit « Je te pardonne ». Cela aurait été trop simple. Quand Teresa s'est endormie, Camille a laissé une petite toile sur la table de chevet. C'était une peinture qu'elle avait faite des mois auparavant. Une femme debout dans un désert, sa silhouette s'étirant longuement derrière elle. Elle était intitulée « Témoin ». Camille est partie sans laisser de mots. Au Colorado, la frénésie médiatique ne s'était pas calmée.
Lors de la réunion suivante du cabinet, elle est entrée avec son calme habituel. Elle s'est avancée vers le podium. Je ne réécrirai pas le passé, a-t-elle déclaré, la voix claire. Mais je déciderai de la manière dont il sera utilisé à partir de maintenant. Puis, elle a ouvert la séance. Personne n'a osé poser de questions. Elle avait parlé. Et ce silence, gagné et assumé, était plus fort que n'importe quel titre de journal. L'inculpation est tombée sur toutes les chaînes. Isabella Reyes faisait face à des accusations criminelles. Les cercles juridiques qu'il avait autrefois loués ont coupé les ponts. Camille regardait tout cela depuis le Colorado. Et puis, le téléphone a sonné. Teresa pleurait au téléphone. « S'il te plaît, reviens à la maison, juste une fois. Viens dîner. » Plus tard, un message de Manuel. « Nous devons parler. » 15 ans. 15 ans de silence, à prétendre qu'elle n'existait pas. Et soudain, ils se souvenaient tous de son numéro. Camille a accepté. Ce vendredi-là, elle est arrivée à la maison des Reyes juste avant le coucher du soleil. Ils étaient tous là. Teresa l'a accueillie avec un sourire tremblant. Manuel se tenait derrière elle, rigide. Isabella était assise au bout de la table, les doigts triturant nerveusement une serviette. Le repas était élaboré. Teresa essayait de combler le silence avec des histoires du passé. Manuel a ajouté « Tes affiches de campagne étaient très professionnelles. Tes discours sont impressionnants. » Camille restait immobile, observant. Finalement, Isabella a parlé. « Je sais que j'ai fait une erreur. Je n'ai jamais pensé que ça irait si loin. » Puis vint le vrai but. « Nous pensions, » a dit Teresa en cherchant la main de Camille, « que peut-être tu pourrais dire quelques mots au procureur fédéral. Juste une petite recommandation. Pour aider la famille. » Camille a posé sa fourchette lentement. Le bruit a résonné comme un marteau de juge. « Si je n'étais pas gouverneur, » a demandé Camille d'une voix égale, « serais-je toujours de votre sang ?» Personne n'a parlé. Le silence était assourdissant. Elle s'est levée. « J'ai gardé votre nom, » a-t-elle dit doucement, « mais j'ai construit ma vie sans vous. » Elle s'est tournée vers la porte. Teresa a appelé. « Camille, s'il te plaît. » Mais Camille ne s'est pas retournée. Elle est sortie dans l'air de la nuit. Pour la première fois, elle ne portait plus le poids de cette maison avec elle. Le SMS est arrivé à 3h12 du matin. Des captures d'écran de la vieille vidéo. Des échanges d'emails privés de ses 20 ans. Pas de légende, pas d'expéditeur. Le lendemain matin, son directeur de la communication était livide. Un blog circulait avec le titre « La vraie Camille », des fichiers fuités du passé de la gouverneure. Elle n'a pas bronché. À midi, un appel discret d'un vieil ami au ministère de la Justice. Ton père pose des questions, il fouille dans ton passé, il essaie de trouver un levier de pression. Camille a fermé les yeux un instant. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était une menace déguisée. Ce soir-là, au lieu d'attendre la tempête, Camille a décidé de marcher droit vers elle. Le lendemain, elle se tenait devant un podium à Denver. Pas de drapeau, pas de service de sécurité, juste elle. Un mur d'œuvres d'art d'enfants immigrants qu'elle avait aidés. Elle portait un blazer blanc impeccable. « Nous avons tous vu comment le pouvoir fonctionne », a-t-elle commencé. Parfois, il arrive sous forme de menaces déguisées en dîner de famille. Elle a présenté la loi sur la protection des témoins de la justice, une proposition visant à criminaliser toute tentative de manipuler des personnalités publiques ou des lanceurs d'alerte par le biais de pressions familiales ou de menaces sur la réputation. C'était audacieux et personnel. Elle n'a nommé personne, mais tout le monde savait. La presse l'a soutenue. Manuel Reyes est resté silencieux. Teresa n'a plus appelé. Isabella non plus. Plus personne n'osait. Camille a marché dans les rues de Denver plus tard cette semaine-là comme n'importe quelle citoyenne. Pas de journaliste, pas de caméra. Juste une femme calme avec un café à la main. Personne ne l'a arrêtée. Et elle a souri. « J'aime que ce soit ainsi », a-t-elle pensé. Il était un peu plus de midi quand l'assistante de Camille s'a frappé. « Madame, Isabella Reyes est dans le hall. »
Camille a hoché la tête. Faites-la entrer. Isabella est entrée, l'air épuisé, sans maquillage. Camille n'a rien dit. Isabella s'est assise. Je ne savais pas comment commencer, a-t-elle dit doucement. Mais je sais que j'ai gâché ce que nous aurions pu avoir avant même de réaliser que j'étais jalouse de toi. Sa voix s'est brisée. Je ne veux pas aller en prison, mais je ne suis pas là pour te demander de régler ça. Je voulais juste te dire la vérité. Je t'ai piétiné pour monter plus haut, et maintenant je lève les yeux, et tu es si haut que je ne vois même plus le plafond. Camille l'a regardé calmement. Tu ne m'as pas détruite, Isabella. Tu as juste oublié que j'existais. Et quand on est oublié assez longtemps, on apprend comment devenir inoubliable. Des larmes ont coulé sur les joues d'Isabella. Maman croit toujours que tu vas me sauver. Camille a tourné la tête vers la fenêtre. Je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit. Je me suis sauvée moi-même pour que personne ne puisse plus jamais me noyer. Isabella a acquiescé lentement. Merci de ne pas me haïr plus que je ne le mérite. Camille n'a pas répondu. Il n'y a pas eu de câlin, pas de pardon final. Juste un silence honnête entre deux femmes qui partageaient autrefois une chambre et un héritage de dommages invisibles. Alors qu'Isabella partait, sa main a effleuré le bureau de Camille. Là, presque cachée, se trouvait une lettre non signée, une demande de clémence que Camille avait écrite, puis brûlée ce matin-là. Certains héritages ne peuvent pas être réécrits, mais ils peuvent s'arrêter avec vous. La conférence ne ressemblait à rien de ce que Camille avait connu. C'était un rassemblement sur la réforme de la justice familiale. Des survivants qui avaient été punis pour avoir dit la vérité. Camille est montée sur scène. Sa voix était assurée. « On m'a autrefois traitée de honte », a-t-elle commencé. Puis on m'a effacée. Puis on m'a menacée. Je ne suis pas ici pour demander des excuses. Je suis ici pour que mes futurs enfants n'aient pas l'impression qu'aimer leur vérité signifie trahir leur sang. Elle a scanné la foule. Ses yeux se sont posés sur sa mère, en larmes. Plus loin, Manuel, les bras croisés. Isabella n'était pas là, mais un siège vide lui était réservé. Camille a souri. Puis elle a annoncé la loi sur la parenté publique. Selon cette législation, les employés publics pourraient déclarer des relations familiales posant un conflit d'intérêts sans crainte de représailles. Parce que le silence, a dit Camille, ne devrait pas être le prix de l'appartenance. Pour une fois, personne ne l'a appelée la sœur de la procureure déchue. 6 mois plus tard, Camille est entrée dans un petit centre communautaire. Pas de presse, pas de fanfare. Elle portait un jean et un cardigan gris. Elle a aidé à déplacer des chaises, s'est servi un café. Quand vint le moment de parler, elle s'est avancée. On me demande souvent « Comment as-tu réussi sans le soutien de ta famille ?» Je n'ai pas réussi. J'ai juste arrêté de les attendre. Des rires ont éclaté. « Nous ne choisissons pas notre sang », a-t-elle continué, « mais nous choisissons l'héritage que nous portons. » Une femme a demandé « Et s'il change vraiment un jour ?» Camille a incliné la tête. Je les laisserai raconter leur histoire, mais j'ai déjà raconté la mienne et je ne la réécrirai pas. C'est alors qu'elle l'a vu, Manuel, au fond de la salle. Un vieil homme regardant sa fille parler depuis un sommet qu'il n'avait jamais aidé à atteindre. Leurs yeux se sont croisés un instant. Pas de défi, juste de la clarté. À la fin, Manuel s'est approché du micro. « Je n'ai jamais compris ma fille », a-t-il dit dans un long souffle. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'ai peut-être pas à le faire. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est admettre qu'elle a fait ce que je n'ai jamais pu faire. Et je la vois maintenant. Pas d'excuses, pas d'explications, juste cela. Camille n'a pas pleuré. Elle a simplement incliné la tête. Un geste de paix, pas de reddition. Dehors, la neige commençait à tomber. Camille est sortie dans la lumière blanche et douce. Elle n'a pas regardé en arrière, elle a juste continué à marcher. Seule, mais pas solitaire. Elle avait autrefois vécu juste pour être vue. Maintenant, elle avait enfin appris à se voir elle-même. Parfois, les batailles les plus dures sont celles que nous menons en silence contre le poids du passé. Mais la guérison ne consiste pas à réécrire ce qui a été fait. Il s'agit de refuser de le porter plus loin.
Nous ne choisissons pas d'où nous venons, mais nous choisissons où nous nous tenons. Et parfois, se tenir seul est le début de quelque chose d'incassable. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais lire vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez poursuivre ce chemin avec moi, abonnez-vous. Merci d'être là. Okay, he has debuffs. I can't believe I have to walk all the way back. They couldn't have given me a save point or a resting point before? Way easier than BBC? Like, what the hell? Countermeasure. Sure. Anyone stand in the way of evolution? Oh shit. That was a delay attack. The walk builds suspense? I'm not trying. I just want to get into the fight. What the hell? They'll be reduced to ash! I need to stop doing this. Oh. Oh my god, I'm gonna die. Oh, wrong thing. Oh my gosh, he like skates towards me. Hi, Cookie! I think I need to change this.
Let's go with precision. Happy Lunar New Year to you as well. Do you have any plans? Let's do this. Bear witness to the fruit of my research! Oh, I didn't pick it up. Oh shit. Oh my god. Moves kind of fast. Just working dinner? I hope work went well. I took tomorrow off because of Chinese New Year or Lunar New Year. Even though I don't think I'm gonna be doing anything, I just didn't want to work. I already had to work on January 1st, so I feel like I deserve Lunar New Year off at least. I never remember what these things are. Let me see. Yeah, wasn't it a holiday for you guys today? Because it was a holiday for us. It was Family Day. Ooh. That's not good. Shit, my haste ran out. No. See, touch this. Too slow. Shit. Shit! Mine. Oh my god, he hit so hard. Too slow. President's Day in the US? Oh. Fun. Oh, thank you, Abe. Yeah.
I do have to work the rest of the week though, which is fine, because I only have to work 3 days this week. Why are you laughing, Paul?